Si vous êtes d'accord, en fait, je vous propose, en fait, les participants qui venaient de nous rejoindre, de commencer par vous présenter, et comme ça, nous, on pourra le faire par la suite, le temps que les autres se connectent, si ça vous va. Alors, qui se lance? Allez, Lorenzo, tu étais le premier connecté. Est-ce que ça te... Que ce soit moi. Eh bien le bonjour. Alors, dans le cadre quoi, du collectif créatif des territoires, je suis proche de Genève. J'habite à un lieu qui s'appelle le Camping Le Terroir, où réside un collectif avec lequel je suis comme résident également depuis 2 ans, où on est essentiellement en habitation légère, des yourtes, quelques tiny house et en fonctionnement, en mode gouvernance partagée. Je suis très proche de la communauté de la facilitation. Euh, Ce qui m'anime beaucoup, c'est tout ce qui touche au commun. Donc, comment imaginer qu'on puisse faire un commun de la connaissance, de tout ce que l'on peut apporter, donc à travers des approches sous licence open source, ACC by, à réciprocité en CC by SA, imaginer une économie de la contribution pour qu'on puisse œuvrer tous ensemble. Et là, dans ce cadre de tout ce que je viens de dire, on répond, il y a un consortium, donc c'est quelque chose qui est complètement ouvert, où on répond à un appel à commun lancé par l'ADEME, l'ANCT et l'IGN, l'Institut géographique national, pour voir comment la communauté de la facilitation pourrait accompagner les territoires dans leur transition à travers un certain nombre d'approches sur lesquelles peut-être dans cette session ou pas d'ailleurs, on pourra y revenir. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Et je passe la parole à, alors je suis pas sûr, Erika, bien Ah ça? oui. Alors, du coup, moi, je viens de rejoindre le collectif créatif des territoires. Je suis designer spécialisée en innovation sociale et en design de services publics. Donc, je suis très contente de vous partager un peu mon rapport d'étonnement sur le collectif créatif. Donc, c'est moi qui vais poser plein de petites questions. Je travaille aussi pour une institution publique. C'est passionnant, voilà. Je peux peut-être passer la parole à Renaud. Alors, salut tout le monde. Alors, moi, je m'appelle Renaud Pont. Je suis également membre du collectif euh, créatif de territoire. Et je suis également designer de services en innovation publique et sociale, élu aussi dans une petite commune de montagne dans les Hautes-Alpes. Euh, et, et voilà. Et j'ai fondé l'agence Design et Territoire il y a quelques années. Voilà. Je pense qu'on ira plus loin plus tard. Je vais passer la parole à Aubéry. Bonjour à tous. Je ne sais pas si mon micro fonctionne bien, vous m'entendez? C'est bon, ouais. Euh, du coup, je suis programmiste architecturale de formation dans mon métier. Et, euh, et là, j'ai pris une année sabbatique pendant l'année 2022. Donc, me remets un petit peu au bout du jour. Il y a quelques temps, j'ai eu un appel au téléphone qui m'a bien mis le pied à l'étrier et du coup, qui m'a mis en relation, qui m'a parlé de ce que j'ai fait. Et donc, euh, bah, je suis présente pour en savoir un peu plus sur le métier qui touche au design de service, à la programmation plus large et qui englobe d'autres sujets que celui du territoire que je connais. Mais voilà, je souhaite en savoir un peu plus sur les autres
sur les autres perspectives du collectif et sur les activités de chacun que je connais ou pas. Et je passe à je sais plus où on en est, c'est Nicolas, par exemple. Ok, merci Aubry. Donc bah, Nicolas, membre aussi du collectif créatif des territoires. Je vais beaucoup parler tout à l'heure, donc je vais parler un petit peu moins maintenant. Mais donc voilà, ça fait 3 ans et je suis moi basé en tout cas du côté de Nantes, dans l'Ouest, voilà, et passionné de tout ce qui est participation citoyenne, pouvoir d'agir des habitants et coopération. Mais on va en parler un petit peu plus tard. Et je passe la balle à Marie. Ça, c'est que la balle est pas loin à lancer parce que je suis Non. toute proche de Nantes. Aller à un jeté de balle de Nantes. Je suis à Ancenis, entre Nantes et Angers, sur les bords de Loire. Je vous active la caméra 5 minutes et après je me recache à nouveau. Donc moi, j'ai découvert le collectif créatif des territoires il y a une petite année de ça, je crois, via Annabelle et puis depuis via Nicolas. Je suis urbaniste territoriale, c'est-à-dire qu'à la base, je bosse pour la territoriale, sauf que c'est pas une année sabbatique. Moi, je me suis mis en dispo depuis 4 mois. Et pour me lancer dans une activité à mon compte où je me suis mise au défi d'aborder les enjeux de territoire par le jeu. Donc du jeu pédagogique sous toutes ses formes, jeu de plateau, escape game s'il faut, fresque, même si ça se fait déjà beaucoup. Mais voilà, donc c'est mon défi du moment. Et c'est créatif. Allez, je poursuis et il restera Léna après, puisque du coup, on remonte la Loire, on va vers Tours maintenant, avant d'arriver à Paris. Moi, je suis designer et architecte, récemment installée à Tours. Comme le disait Nicolas, je vais aussi un peu plus parler tout à l'heure. Donc, je passe la parole à Léna avant que l'on démarre. Bonjour, bonjour. Donc, la troisième luron des fondateurs du collectif, c'est moi, Léna, paysagiste, sociologue urbaniste, programmiste urbain. Euh, voilà, avec un parcours un peu, comment dire, curieux. Voilà, j'ai un peu de curiosité plus exactement. Je ne veux pas dire que je suis curieuse, je veux dire que, ou aussi, c'est ça, je suis curieuse et donc je fais plusieurs choses dans la vie. Mais on en parlera tout à l'heure un peu plus. Et voilà, j'ai adoré rencontrer Nicolas et Annabelle. On va voir comment tout ça sera raconté. Ça Bon, y bah, est. c'est parti. On peut présenter le collectif créatif des territoires. Yes, l'idée c'est, bah, comme on a un peu évoqué, on va dire comment ça s'est créé. Il y a Erika qui a des questions, mais on va déjà aller très très vite pour vous dire un peu quoi est l'état d'esprit, qu'est-ce qu'on fait dans le collectif concrètement, à quoi ça ressemble. Donc notre raison d'être, très rapidement, ben, tous ceux qui, voilà, on est tous à travailler dans un contexte bien spécifique. Clairement, on sent qu'il y a des transitions dans tous les sujets, il y a des réflexions autour de la réinvention de nos modèles. Et nous, clairement, dans le collectif, bah, on pense que c'est à l'échelle locale, c'est à l'échelle des territoires qu'on peut, je sais pas si on peut réveiller ou éveiller, on a fait exprès de mettre une parenthèse, parce qu'on essaye aussi d'être dans l'humilité, d'éveiller ou de relancer cette dynamique collective, et on pense que c'est par le collectif que les transitions, que les transformations se feront. On est convaincu de ça, et c'est par les gens aussi que ça se fera. Et donc, par rapport à ça, le projet du collectif, je pense que c'est sur les diapos d'après, mais c'est justement, à notre échelle, bah, comment on peut, nous, alors c'est un groupement, c'est-à-dire ce collectif, c'est, vous avez vu, hein, il y a programmistes, des designers, des architectes, des gens qui ont des profils un peu différents. C'est ça qui est marrant aussi. On essaie aussi d'avoir, on n'a pas que des gens qu'on pourrait considérer comme des prestataires ou des consultants. Dans le collectif, même un peu élargi. Ce qu'on veut, c'est aussi avoir des gens, des agents des collectivités, potentiellement des élus, des gens qui sont dans des associations, parce qu'en fait, via cette diversité en fait qu'on pense qu'on arrivera à aborder cette logique de transition sur les territoires. Donc on essaye vraiment d'impulser en tout cas nous auprès des différentes parties prenantes.
des démarches collectives. Je pense qu'on va dire souvent le mot collective et avec une volonté d'orienter ça autour de solutions. Donc, ce qu'on essaye de faire ou l'intention du collectif, c'est vraiment contribuer à la fabrication de communs. Alors, en fonction des projets, c'est des espaces, c'est des nouveaux services, c'est des lieux, bah, c'est des coopérations. Accélérer les transitions localement avec ce qu'on peut faire. Et surtout, il y a un côté autour de l'état d'esprit de faire prendre conscience aux gens, aux territoires, de la capacité de faire, du pouvoir d'agir. Parce que c'est pas ce qu'on entend dans le discours général. Et je pense qu'il y a un côté d'enthousiasme collectif qu'on a envie de pouvoir apporter sur les territoires sur lesquels on intervient. Et du coup, le groupement qu'on a constitué au sein du collectif, donc il y a 3 ans, avec Léna et Nicolas, on a fondé ce collectif entre deux confinements et du coup du temps pour réfléchir à ce qu'on faisait déjà ensemble, mais je crois que ça fait partie de ce qu'Erika nous posait comme question. Et l'année suivante, donc en 2021, on a élargi le collectif pour faire rentrer d'autres expertises. Alors, Renaud et Adélie sont également designers et ont intégré le collectif, comme Erika cette année, qui est aussi designer. Mais par exemple, Marie est sociologue et donc complète aussi ce que veut faire Léna avec sa formation de sociodémographe. Et Pierre s'inscrit aussi dans l'expérience usagée, l'expérience citoyen, l'expérience passager, l'expérience patient et toutes ces notions-là qu'il a réfléchi avec une autre démarche que le design et du coup, on s'est entouré de partenaires où ce sont plutôt des thématiques et des outils qui viennent compléter ce que nous avons déjà comme formation, enfin, au sein du collectif, comme Valérie Jaouane avec Amarillo qui fait de l'évaluation d'impact, ou Adrien qui, avec Leto Co, qui travaille sur la gamification, ou Circulaire sur circulaire, ou ailleurs avec l'inclusion des jeunes, mais je travaille sur l'emploi, notamment avec locale. Et du coup, je parlais des différents métiers qui viennent nous accompagner. C'est beaucoup en lien avec la représentation de ce qui se passe dans nos missions, que ce soit la facilitation graphique avec Mylan et Solène, ou la photographie avec Marianne, ou la vidéo avec ou Arthur qui est sur le slide. Elena, je te passe la balle. Tu n'as pas de micro. Donc, est-ce que le collectif partage un certain nombre de postures, de valeurs, d'état d'esprit? Ouais. Nous sommes donc des gens, on va dire, qu'est-ce qui est le mot qui résume tout ça sérieusement et légèrement en même temps engagés. Voilà, détendu, sérieux, créatif, enthousiaste, désireux de transmettre. On est très beaucoup tous dans la formation. On verra que c'est une des choses qui nous relie, l'envie de transmettre. Donc, un certain nombre de compétences socles qui nous relient sur la capacité de faire le lien avec les collectivités territoriales et des réels besoins au-delà de ce qu'elles sont capables d'exprimer en général par rapport à ces questions de mise en œuvre d'intelligence collective locale, par exemple les questions de stratégie de mobilisation et d'engagement qui sont loin d'être faciles toujours. Et qui sont centrales dans la façon de travailler, voilà, l'accompagnement au changement, le pouvoir d'agir ou l'empowerment. Certains d'entre nous sont très, comment dire, très fortement impliqués dans le bottom-up. Et puis, un certain nombre de compétences autour qui sont plus spécifiquement celles de certains d'entre nous, spatiales, d'usage humaine et un certain nombre de compétences et d'outils techniques, donc le jeu ou la facilitation dont on a parlé tout à l'heure. Les 4 grands domaines dans lesquels on intervient: programmation urbaine,
Vous l'aurez compris, hein, tout ce qui a un rapport avec le cadre de vie au sens très très large, qui va de l'environnement jusqu'à la création d'un petit équipement et d'un bâtiment de logement, tous les intermédiaires possibles, imaginables. La question de la stratégie territoriale, de la structuration de l'action publique, voilà, des choses qui sont un petit peu plus immatérielles à une échelle souvent soit très large au niveau thématique, soit très large au niveau territorial. Le design de service, bien entendu, puisque c'est quand même un des cœurs de métier des designers et des designers en intelligence collective à destination de l'amélioration de fonctionnement des services de proximité, etc., mais aussi de politiques publiques pour lesquelles on peut faire intervenir à un niveau local une réflexion qui ensuite peut remonter. Et puis, l'axe innovation, parce que quelque part, on l'a mis de côté parce qu'il y a quand même un grand nombre de démarches sur lesquelles on nous fait intervenir qui sont toujours un petit peu exploratoires. On sait pas trop où on va. Et ça, c'est super intéressant de sortir des sentiers battus pour aller chercher des méthodes et puis des questions qui sont pas celles, on va dire, les plus traditionnelles ou de l'action au niveau des territoires. Donc, voilà. Je propose qu'on passe sur ce détail, si ça vous va. Ça, on pourra vous le partager après, si vous voulez. Oui. J'enchaîne juste après pour finir, et puis après, il y a Erika qui a d'autres questions à nous poser. En gros, en fait, le collectif, il fonctionne sur deux jambes. C'est d'un côté, mener des projets concrets, très terrain, de transition et de transformation, même si parfois c'est des petites transformations ou des petites transitions, on est quand même à des échelles très locales, mais l'idée c'est ça, travailler ensemble avec des membres ou des partenaires ou de l'écosystème un peu élargi du collectif à l'échelle des territoires pour faire, pour essayer, pour se planter, pour réussir. Et deux, c'est un peu lié à ça, c'est qu'on se dit, on parle beaucoup de participation, de coopération, mais en fait on se rend compte qu'on est tous en train, on est nombreux à essayer d'apprendre en marchant. Et on est convaincu, et ça fait le lien avec ce que disait Lorenzo, je pense, en introduction, qu'il y a une connaissance aussi commune à partager autour de ces sujets, qu'on essaye. Et c'est pour ça que nous, on essaye depuis 2 ans, on a lancé une logique de communauté apprenante pour transmettre ce qu'on fait, pour partager. Parfois dire, bah voilà, ça on a plus moins réussi, bien réussi. L'idée, c'est que la communauté, pour le coup, élargie, que ce soit des membres, des partenaires, parfois des organisations amies, des gens avec qui on n'a pas fait des choses, mais qui ont envie de contribuer, qui ont envie de partager. On essaye d'articuler cette communauté autour de plusieurs outils. On envoie tous les trimestres une newsletter avec quelques articles, vidéos, podcasts sur des initiatives positives qu'on voit sur les territoires. On organise des webinaires un peu comme ce midi, ou des retours d'expérience, ou des gens qui viennent témoigner de leur expérience. Ça dure 1 heure sur la pause déjeuner, justement, pour qu'on échange entre praticiens et ou citoyens et ou engagés, en tout cas, sur des choses concrètes, sur ce qu'on a appris. Et puis, on essaye d'avoir aussi des formations, des petites rencontres aussi, localement. On en a fait des apéros à Paris, à Nantes, l'année dernière. Et cette année, par exemple, on a aussi une réflexion commune pour créer du commun autour du sujet l'habitant partenaire. Donc, et tout, le but, en tout cas, c'est vraiment d'être dans une logique de comment collectivement, celles et ceux qui s'impliquent sur ces sujets liés au territoire, on arrive à travailler ensemble pour partager plus. Et c'est la logique de planter des graines. Vous verrez sur notre logo, il y a le petit S entre parenthèses du collectif créatif des territoires. C'est comment on arrive peut-être à diffuser cet état d'esprit pas à pas sur certains territoires. Ben, merci beaucoup. Je vais prendre la suite en posant un petit peu plein de questions liées à mon rapport d'étonnement. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, je viens de rejoindre le collectif. Et ce qui m'a tout de suite marqué, vu que je suis quand même bénévole dans pas mal d'associations et dans d'autres collectifs, c'est vraiment la transdisciplinarité. Pas dans le sens juste pluridisciplinaire où on a des métiers différents, mais là, c'est vraiment transdisciplinaire. Donc, on a des métiers différents, mais on travaille sur des objets en commun en se comprenant les uns les autres. Et ça m'a vraiment marqué dans ce collectif. Et en plus, sur des territoires différents. Donc là, c'est parfait. On voit une petite carte un peu avec la France. Et du coup, ça m'amène à vous poser la question, comment vous vous êtes rencontrés? Et comment vous vous êtes dit qu'avec des métiers différents, on pouvait accompagner l'innovation sur le territoire différemment?
Allez, j'y vais. Eh ben, tout d'abord, Nicolas est arrivé avec une mission pour laquelle il cherchait un designer avec qui il travaillait sur un atelier de prospective sur le sport et la ville. Et du coup, un autre designer nous a mis en contact et hop, c'était parti. Première mission ensemble il y a 5 ans, 6 ans. Et à l'époque, Nicolas était persuadé que nous pouvions faire de l'intelligence collective et du design exclusivement sur les sujets de territoire. Moi, ça faisait 2 ans que je faisais du design thinking, je ne le croyais pas trop. Je me disais, bon, peut-être on peut quand même continuer à travailler avec des banques, des laboratoires pharmaceutiques, des agroalimentaires industriels. Et bon, bah, Nicolas a eu raison, puisque je pense que depuis 3 ans, on fait que ça. Et en 2015, quand j'ai commencé à faire du design thinking, Léna était venue à un atelier au Cube à Issy-les-Moulineaux pour expliquer le design thinking, faire un atelier, comme il y avait eu une session sur le Bitcoin ou les sujets un peu émergents à l'époque. Et du coup, Léna avait participé lorsque, en 2018, 3 ans plus tard, la métropole européenne de Lille demande du design thinking dans une mission de stratégie territoriale. Et là, Léna tape dans ses mails et se dit, la seule personne que je connais qui fait du design thinking et qui apparaît dans cette recherche, c'est Annabelle. Et hop, c'était parti. On a fait une mission pour la mail sur les bords de l'année juste avant que Lille soit capitale mondiale du design, en 2020, où nous avons parlé Covid, mais pas de design. Et donc, du coup, avec Léna, on s'est lancé dans cette mission. Et en 2020, Léna et Nicolas disent, bon, allez, ça fait tellement longtemps qu'on bosse ensemble, on fait un collectif. Et c'était parti. Mais je vous laisse compléter si besoin. C'est vrai, de mon point de vue, c'est lié à l'émergence du besoin en design thinking dans la commande. Mais pour que enfin, ce besoin émerge, il fallait qu'il soit reconnu à la fois par une collectivité territoriale, en l'occurrence la MEL, qui nous a passé une commande quasi directe au bureau d'études dans lequel je travaillais à l'époque, puis il fallait aussi qu'il soit reconnu par nous, les prestataires. Et une fois qu'on y a goûté, bah on l'a commencé enfin en tout cas moi, dans mes appels d'offres, comme tu te souviens, j'ai commencé à le coller systématiquement, c'est-à-dire à remplacer toute la façon dont je faisais la concertation avant par cette méthode-là, qui m'a paru, pour plein de raisons, extrêmement efficace. Et c'est comme ça qu'on a multiplié les collaborations. Et puis ensuite, quand on a formé le collectif, effectivement, on a cherché très consciemment à créer des commandes dans lesquelles on pourrait travailler tous les trois, et on a eu la chance d'en décrocher une, ce qui nous a vraiment permis enfin, de voir à quel point on était toujours sur la même longueur d'onde, tout en étant extrêmement complémentaires, ce qui est vraiment assez remarquable, je trouve. Tu veux ajouter quelque chose, Nicolas? Non, c'est très complet, mais en tout cas, juste pour dire qu'effectivement, c'est plus le fil de l'eau qu'a créé le collectif, c'est-à-dire qu'on n'avait pas prévu initialement, ça s'est fait assez naturellement. Je pense que c'était l'envie de faire plus aussi, et d'être convaincu que 1 + 1 ne ferait pas 3, mais plus. Et puis très vite, ça a ouvert à d'autres personnes comme Renaud et toi par la suite. Donc, C'est mais c'est vrai qu'on va super. venir sur la notion de communauté apprenante parce que ça aussi, ça m'a vraiment marqué vu que la première fois où j'ai participé à une de vos sessions, donc c'était sur l'habitant justement partenaire. J'y participais vraiment pour la première fois et j'ai vraiment senti un accueil très chaleureux avec des personnes vraiment de différents milieux qui partageaient des expertises et des expériences très différentes. C'est vraiment une richesse. Et, du coup, tout de suite été capitalisée, remise en forme et valorisée et partagée vraiment de façon très simple en fait. Il n'y avait pas d'enjeu de non, est-ce que le design prévaut sur d'autres méthodes? Non, c'était vraiment une harmonie, une osmose. Ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Comment vous travaillez ensemble exactement? Parce que comment on fait pour travailler avec différents métiers, donc pas seulement, on va dire 2 métiers différents, mais 3, 4 potentiellement, et faire en sorte de porter vraiment un projet qui soit cohérent, malgré parfois les dissensus qu'il peut y avoir dans nos approches.
Je commence. Franchement, ça nous permet de voir à quel point parfois ce qu'on vend à nos commanditaires, de coopérer, du faire du collectif, c'est pas toujours si évident, mais c'est passionnant. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tous des profils différents, on vient sur ces sujets des territoires par des chemins très différents, et parfois on utilise des mots qu'on croit comprendre, mais que chacun, pour qui chacun, a alors, ces mots-là ont une signification différente pour chacun. Et je trouve que c'est un super exercice pour nous, par rapport à ces profils différents, d'essayer de formuler des choses communes. Ça nous a pris beaucoup de temps, d'essayer de formuler, notre raison d'être, notre intention, enfin le cap un peu qu'on avait envie de donner au collectif. On a même été accompagné par Valérie qui est dans le collectif pour nous aider à cheminer là-dessus. Et je crois que sur cette communauté apprenante, je pense que ça nous aide aussi parce qu'on vit un peu aussi l'expérience d'apprendre des uns et des autres. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on vend pas un truc qu'on fait pas, dans le sens qu'on dit bah ouais, je crois qu'on essaye de le faire et moi je trouve que c'est hyper intéressant et ça nous permet de creuser des choses. Enfin, l'habitant partenaire, on l'aurait jamais creusé sans Pierre qui a son Oui. approche autour du patient partenaire dans le domaine hospitalier, etc. Et il nous a amené à creuser ça. Donc, c'est vraiment la richesse des points de vue et quand le collectif en plus est élargi, quand on a les webinaires, que je trouve qui pour moi apporte la richesse aussi de ce qu'on peut faire, de nos échanges. Mais c'est pas toujours évident. Et on apprend vraiment en marchant aussi. Et si je me permets de rebondir, j'ai l'impression vraiment que c'est expérimenter, on va dire, travailler sur les communs à partir d'un commun. Enfin, c'est vraiment vivre un peu l'expérience de créer un commun, d'élargir un collectif pour travailler sur des sujets qui nécessitent eux-mêmes de créer des communs et d'agir ensemble. Donc, je trouve que c'est un peu comme une sorte de projet de recherche-action en même temps qui donne des petits et des concrétisations. Mm, mm, mm. Enfin, je crois qu'on apprend en marchant aussi, enfin, sur la communauté apprenante et le sujet de l'habitant partenaire en ce moment. Même quand nous, on prépare les ateliers à des cercles plus ouverts, eh ben, on se rend compte qu'on était là juste pour parler de la forme et puis on continue sur le fond parce que bah, ça nous permet de réfléchir au processus qu'on va mettre en place, etc. Et où du coup, ça reste plus horizontal que ce qu'on peut faire pour des clients qui ont une commande, puisque là, on exprime à la fois le besoin, la manière de faire, et on réfléchit sur le fond et comment se mettre en action. Et je pense que ça fait le lien aussi avec ce que vous disiez tout à l'heure sur la transdisciplinarité et cette mission qu'on avait ensemble, où finalement on a bien vu que certes c'était de la gestion urbaine de proximité, mais où Nicolas il était tout de suite dans l'action et donc maintenant comment on fait et tout, et les habitants 2 mois après ils avaient mis en œuvre la solution qu'ils avaient eux-mêmes définie, et oui on est allé prendre des photos dans la rue, et oui on a ramassé des déchets, et oui, et tout ça en attendant que la planification puisse se faire. On attend encore les accords magiques entre les différentes collectivités et le bailleur, mais en tout cas, en attendant ce temps de décision, la préfiguration spatiale a pu avoir lieu avec les habitants et sur place, mais du coup, on agit à différents niveaux parce que la solution spatiale interagit ou interfère en tout cas avec la manière dont on vit cet espace et ce qu'on y fait. Donc du coup, on voit bien les apports de chacun dans la démarche qui va plus loin que ce qu'on aurait fait si on était chacun dans notre silo, c'est sûr. Ouais. Mm. Et c'est vrai, certain. Mm, mm, mm. De toute façon, il faut être, quand j'ai dit moi, complémentaire, alors, euh, moi, je dirais pas que notre collaboration est difficile. J'ai jamais ressenti qu'elle soit difficile de quelque manière que ce soit ou compliquée. J'ai l'impression qu'on se comprend extrêmement bien. C'est une chance. Euh, on n'a pas tous exactement les mêmes forces et les mêmes dynamiques. Euh, pour être très concret, tu vois, Nicolas est un démarreur extrêmement puissant. Annabelle est une foisonneuse. Et moi, je suis Terminator. Et c'est par chance. Je sais pas comment te dire. C'est comme ça. Mais quand on essaie de produire quelque chose, en général, voilà, ça se fabrique comme ça. Euh,
Bon, pas toujours, des fois ça peut être un peu différent, mais voilà, ça c'est une des façons aussi qu'on a d'être complémentaires. Après, euh, la mobilisation, ben voilà, Nicolas, c'est en effet une vraie spécialité. Annabelle est imbattable sur toutes les méthodes de travail. Et moi, c'est l'expérience de l'aménagement du territoire et des collectivités territoriales et de leurs mille et un problèmes qui sont en synergie en général les uns avec les autres et de la gouvernance et tout le blabla. Donc, évidemment, ça fait que si tu additionnes tout ça, en plus, on est déjà pluridisciplinaires tous Mhm. à l'intérieur, hein, puisque Annabelle elle est architecte, mais elle est designer. Nicolas, il fait du marketing, mais il est designer. Moi, je fais de la sociologie, de la démographie et je suis paysagiste, urbaniste. Donc, à trois, déjà au démarrage, on était six ou sept ou huit, ce qui est rare en fait. Et ensuite, quand on agrège tous les autres, ben, on est 7 ou 8 mais on est 12 maintenant ou 15 je sais pas. Enfin, c'est, c'est très foisonnant. Ça, c'est super. Parce que c'est aussi, je pense, les métiers de la facilitation. C'est aussi peut-être des métiers qui attirent des gens qui ont fait des choses différentes, qui ont testé des trucs, qui ont vu ce qui marchait pas, et qui ont bifurqué. Parce que déjà, une formation à la facilitation, enfin, c'est pas comme ça un truc que tu trouves au coin de la rue pour l'instant. Ça s'est plutôt fait dans les boîtes, j'allais dire, au fil des commandes et des diverses sensibilités des uns et des autres, historiquement, hein, dans le métier, en tout cas, de l'accompagnement au niveau des territoires, ça s'est fait, il n'y avait pas de formation, hein. Les gens qui ont le mieux réussi dans ce métier-là, qui ont fait des grandes boîtes dans l'accompagnement et dans la concertation, t'en as qui sont des élus et qui ont toute leur vie travaillé avec les collectivités territoriales au sein de groupes d'élus et qui, du coup, ont très facilement pris le pli de faire celui qui tient le micro à l'élu, l'inverse, quoi, et qui fait le lien avec les habitants, mais ça peut être aussi des journalistes qui ont une très forte connaissance de la médiatisation des choses et de la communication. Donc, c'est des gens qui venaient de milieux, et des urbanistes comme moi, donc des gens qui venaient de milieux assez différents, ou des architectes. Voilà. Une chercheuse dans ce domaine-là qui est à l'école de la Villette, donc l'école d'archi. Donc c'est vrai que c'est un milieu qui s'est construit sur le faire, sur le terrain, avec des gens qui avaient déjà tous plusieurs cordes dans leurs arcs. Ça, c'est intéressant parce que du coup, ça m'amène à une autre question en fait en termes de conseils. Quels sont vos conseils à partager à d'autres personnes? Parce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a en même temps trouver sa place dans le collectif, avoir aussi ses propres compétences et les pousser pour pas être, on va dire, monométier, ou du moins l'être, mais avoir une expertise très forte dans son secteur, pour collaborer en fait sereinement et efficacement avec les autres. Et du coup, quels sont les conseils en fait sur la création d'un collectif? Qu'est-ce qui fonctionne, fonctionne pas? Qu'est-ce que vous avez pu expérimenter? Hmm. On a mis quoi? Nous, on a mis 6 mois de discussion entre nous avant de se lancer, non? Au moins. Moi, je me souviens. D'accord, prendre son temps du coup. Nous, déjà, oui, prendre son temps. Oui. Prendre son temps, c'est une première chose. Et j'allais l'exprimer en être patient, mais ça va avec. Il y a une forme de... Il y a quelque chose comme un bon moment. Il y a quelque chose comme quelque chose qui fait dans les diverses étapes de création et ensuite de mise en œuvre des différents sujets. Euh, Après, il y a aussi que après qu'on ait créé le collectif, on n'a pas du tout résolu d'un coup toutes les questions. Il y a une grosse humilité de notre part, je crois. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Et ça, on ne sait pas, et ça, on ne sait pas, et ça, on va réfléchir. On a fait l'effort peut-être de mapper un peu la façon dont on imaginait qu'on pourrait progresser, mais on ne s'est pas mis, moi, j'ai pas ressenti de pression phénoménale pour absolument, je ne sais trop
quel résultat obtenir. Et on a toujours été hyper cool avec le fait que les gens n'arrivaient que finalement relativement peu à se mobiliser, en tout cas au début du collectif. Donc, moi, je dirais que, ouais, on a été super cool. Et ça, c'est patient et cool. Pour créer un En toute collectif, humilité, bien sûr, Léna. ça, En toute humilité. non, non, mais c'est pas, je veux dire, on a été, ouais, on n'a pas été greedy, comment on dit en français, Grincheux. on n'a pas été comme ça, tu vois, sur le dos de personne ou entre nous. Ouais, voilà, on sait qu'on a mis l'autre truc à faire, on sait que construire du commun, ça reste quelque chose qui est plus ou moins, on va dire, naturel chez nous, pas tous au même degré, et que faut faire venir, faut faire advenir, faut, faut laisser la place à chacun de faire sa petite étape de commun. Comme Nicolas explique très bien, d'ailleurs je lui laisse la parole, les différents degrés d'implication d'un habitant dans un phénomène, dans un processus. Je suis juste au courant. Au moins je suis au courant, puis alors, je suis au courant, mais tiens, je veux bien regarder une affiche et peut-être mettre un griffouille dessus, puis je suis au courant et je viens peut-être à une réunion, mais faut pas que ce soit trop long, enfin, etc. Eh bien, on a appliqué la même méthode à nous et aux gens qui rentraient dans le collectif au fur et à mesure. Et on n'a que très progressivement dit, bon, ben maintenant, faut au moins faire ça pour dire qu'on est membre du collectif, tu vois. On a mis presque un an et demi, 2 ans à dire, bon, allez, ça serait bien que pour être membre du collectif, on ait au moins fait un webinaire, quoi, tu vois. On n'a pas du tout été ayatollah, voilà. On est tout le contraire d'ayatollah, c'est ça que je veux dire. D'accord, Ouais, c'est donc, super intéressant. je complète juste en 30 secondes, mais oui, le temps, parce qu'en fait, je trouve que c'est un des biais qu'on a malheureusement dans des missions où ils veulent qu'on crée du nous sur un territoire en 6 semaines avec des ateliers magiques qui vont créer le sentiment d'appartenance de tous et de la participation citoyenne. Je pense que c'est un biais. Il n'y a pas de baguette magique là-dessus. Donc, dans un collectif, le nous, il prend du temps, la confiance, elle se crée dans le temps. Et je pense que c'est plein de petites choses qui font que derrière les gens du collectif, membres partenaires ou qui viennent au webinaire, se prennent du plaisir aussi. Je pense qu'à ce côté-là, c'est le nous, bah, il vient aussi de l'épanouissement de chaque individu. Donc je trouve que c'est l'équilibre entre l'épanouissement de chaque individu dans un collectif et en même temps chacun garde sa singularité. On a Valérie dans le collectif, elle dessine des patates et je trouve que les patates, c'est ça, c'est qu'on existe en tant qu'individu, on n'est pas tout dans le collectif, on n'est pas nous. Et je pense que c'est respecter ça pour que chacun puisse avoir ses projets à côté, soit dans d'autres collectifs et ça enrichit ça. Et en revanche, il y a une chose sur laquelle je crois que c'est aussi important, c'est autant pas définir ce qui sera le format de ce qu'on fera. La communauté apprenante, on ne savait pas, l'émission, etc. Mais plus être sur, en revanche, une intention et une charte de valeurs, même si on l'a pas mis, on l'a mis dans une diapo, là, qu'on est sérieux, qu'on est enthousiaste, etc. Mais je pense que c'est ça qui relie les gens aussi. Mais Oui, après, que ce soit organiser des webinaires, faire une newsletter, peu importe. Et moi, j'ai l'impression que, alors, on a mis du temps à écrire ce truc. En revanche, je pense qu'on a essayé de l'incarner et que les gens qui rejoignent ou qui viennent et qui restent incarnent un peu ça, avec le truc qu'on n'a pas dit au milieu, et les gens que nous accompagnons nous concernent réellement. Je pense qu'on essaye d'avoir une attention aux gens dans nos projets et dans le collectif. Alors parfois, on n'y arrive pas. Et c'est ça qui peut faire qu'il y a ce lien qui donne envie aux gens de rester. Et, ouais. Ouais, si, Une certaine forme d'empathie quand même, malgré tout. ouais. Si je devais juste compléter, enfin, je suis bien évidemment d'accord avec cette notion de temps et de compréhension du sujet, de définition des mots de chacun, avec le fait d'écouter les besoins des uns des autres, de chaque membre du collectif, comment est-ce qu'il travaille dans ses propres missions et en quoi est-ce que ça répond ou pas à ce qu'on fait avec le collectif. Et peut-être que toute l'activité de tout le monde, comme disait Nicolas, la patate n'est pas entièrement dans le collectif et tant mieux. Et je pense qu'il y a aussi le fait qu'on croise les compétences et les territoires. Sur les 8, il y a 4 designers de formation.
Mais en fait, Erika, tu es à Paris, Renaud, tu es dans le sud-est, moi je suis à Tours et Adélie, elle est à Rennes. Donc en fait, si on doit se regrouper quelque part, on y arrivera parce que le territoire est quand même assez bien maillé. Mais si on peut avoir cet ancrage local, eh ben, on le fera. Et c'est ça aussi qui permet de répartir les missions, de ne pas se marcher sur les pieds, et de comprendre aussi les spécificités de chacun. Parce que tout à l'heure, je disais que Marie qui est sociologue, ça complète Léna qui est sociodémocrate. Mais en fait, c'est pas exactement le même métier, c'est pas les mêmes approches, et on n'appellera pas Léna ou Marie indifféremment. Sur certaines missions, ça sera plutôt l'une ou plutôt l'autre, de la même manière que pour les designers, ça sera plutôt les uns ou plutôt les autres, parce que innovation sociale, ou parce que des globales, ou parce que design d'espace, ou parce que. Donc il y a aussi ce croisement-là qui fait qu'il y a de la place pour chacun de nous. Totalement. Je vous propose de prendre quelques questions. Lorenzo, j'ai vu que tu avais écrit une petite question dans le chat. N'hésite pas à prendre la parole pour nous en parler de vive voix. Alors, merci Erika. J'ai eu une coupure là, donc du coup, comme j'ai écrit beaucoup de choses, je ne sais plus quelle question j'ai pu poser. Ah, je vais la lire alors. La question qui se pose et qui est majeure pour moi, c'est comment apprendre à fonctionner en mode archipel. Après, il y a marqué traduit au niveau du numérique. Comment faire en sorte que les plateformes sont interopérables, pardon, au niveau informationnel? Oui, peut-être pour préciser, alors effectivement, je ne m'adresse pas là seulement à l'intérieur du collectif, parce que a priori, peut-être vous pouvez très bien avoir vous-même les unes et les autres des plateformes indépendantes, mais on pourrait très bien poser la question à partir de ce moment-là, comment faire en sorte que l'information, on la retrouve, quand on cherche une information, on la retrouve, peu importe la porte d'entrée, à n'importe quel endroit. Et c'est là où la notion d'interopérabilité est pertinente. Et puis au niveau des structures, mais là je pensais davantage peut-être, et c'est là d'où je parle, hein, puisque je ne fais pas partie du collectif, pas encore on va dire, ou je ne sais pas si il y a lieu d'être, faire partie du collectif, c'est comment fonctionner avec tous les autres acteurs. J'ai énuméré un certain nombre d'autres personnes avec qui je suis en relation et que vous l'êtes également. Je pense à Solus Crassim, Miel Localos et puis plein d'autres acteurs également. Euh, qui sont des collectifs de collectifs, quelquefois d'ailleurs, hein, ou qui sont dans des réseaux de réseaux. Enfin, et comment faire en sorte qu'on puisse œuvrer tout simplement, parce que ce que j'entends là, moi, je suis vraiment ravi de découvrir, enfin, Annabelle qui m'en a déjà parlé, mais en même temps de découvrir un peu tout ce qui est partagé par Léna, comme par Nicolas. Ça me parle énormément par rapport, vous le savez, enfin en tout cas Annabelle le sait, par rapport à ce qui actuellement m'anime de par l'appel à commun et ce qui dirais-je, est en train d'être mis en lumière pour l'accompagnement des territoires. Donc, enfin voilà, donc c'est pas vraiment une question, mais en tout cas, ça c'est quelque chose qui mériterait d'être sacrément approfondi parce que vous êtes vraiment au bon endroit. Vous êtes vous-même, je trouve, à un endroit où rarement je vois des collectifs. Vous êtes dans un mode ou un endroit d'articulation. Enfin, si vous êtes plus ou moins familier à la permaculture, c'est ce qu'on appelle le principe des bordures, des lisières, des entre-deux où il y a la plus grande biodiversité, c'est-à-dire le potentiel est là. Et je trouve ça assez extraordinaire. Et là, c'est quelque chose, et d'autant plus que j'entends aussi, dans ce qu'exprimait entre autres Léna, c'est qu'il y a en plus cette dimension, enfin, il n'y a pas que Léna qui en a parlé, mais cette dimension de confiance. Et ça, c'est quelque chose qui met du temps souvent à structurer. Pour autant, j'aurais juste peut-être un clin d'œil, et pour certains et certaines, vous connaissez peut-être cette démarche, j'appellerais ça une façon de surfer sur la vague pour arriver au rivage beaucoup plus rapidement. Il y a des pratiques qu'on retrouve dans la théorie U particulièrement, et à travers une démarche, enfin un outil, je ne sais pas si on peut dire ça, un outil, une approche qui s'appelle les cercles de coaching, coaching circle, où on est dans un mode qui permet très rapidement à n'importe quel public
quelles que soient les parties prenantes, même si elles ont des portes d'entrée et des approches très différentes, des intentions très différentes, de pouvoir passer du mode débat au mode dialogue. Donc, c'est des choses que l'on pratique assez naturellement quand on est déjà un petit peu familier et sensible ben, à la relation, et puis aux outils de facilitation. Mais je m'aperçois vraiment que c'est vraiment quelque chose d'assez enfin, bluffant, quoi, en tout cas, pour ceux et celles qui peut-être connaissent un petit peu ça. Donc, il y a cette notion du temps, c'est sûr, hein, on ne peut pas remettre ça en question, et il y a peut-être aussi des choses à explorer qui mériteraient d'être rendues davantage visibles, parce que ça, c'est pertinent si c'est davantage rendu systémique, quoi, auprès de tous les différents acteurs. Voilà, j'ai peut-être un peu parlé beaucoup, je ne sais pas si vous avez envie de rebondir. Moi, je veux bien rebondir sur le. Alors, la première, je suis désolée, j'ai pas vraiment bien compris. Peut-être que euh, tu parles vraiment par exemple, si on est plusieurs structures, on a chacun notre site internet ou notre base de données personnelle et comment est-ce qu'on le met en commun? Ça, c'est ça la question un petit peu? On peut dire ça comme ça, oui. D'accord. Bon, moi, ça, je dis peut-être en deux mots, on a pas encore vraiment bien résolu ce sujet. On a un tout petit, voilà, mais on a une Dropbox où on a un certain, enfin, on l'a résolu sans le résoudre, c'est-à-dire qu'on a fait un énorme effort quand même. On a pris deux stagiaires, dont un qui a été complètement dédié pratiquement à la fabrication d'outils qu'on met à disposition du collectif. C'est-à-dire que les gens qui rentrent dans le collectif, ils ont sous la main tous les supports du collectif, toute la mise en page, toute la charte graphique, toutes les explications sur ce que fait pas le collectif, les CV, etc. C'est-à-dire qu'on a constitué. Et puis on s'est vachement bien pris la tête, l'arborescence, le machin, le bidule, qu'est-ce qu'on allait mettre dans chaque information, etc. Donc ça, c'est un boulot qu'on a fait au bout de 2 ans pratiquement de fonctionnement, hein. Ensuite, euh, le lien avec les autres collectifs, je laisserai peut-être mes collègues en parler plus parce que je pense qu'ils ont plus de liens que moi. Mais par l'histoire des cercles de coaching, euh, ça m'a marqué. Moi, j'ai un très bon copain qui est coach. Et on l'a fait venir à une de nos soirées sur l'habitant partenaire. Et la façon dont il parle, lui, de ce qu'il a compris et de ce qu'on fait, a vraiment fait émerger chez moi l'idée que on n'est pas très fort dans tout ce qui concerne en réalité l'approche cognitive et psychologique. Ce que sont évidemment le cœur de métier des gens qui font du coaching. D'accord? De la même manière que je me suis rendu compte que les designers ne comprennent généralement, et je dis ça en toute gentillesse, pas grand-chose à la sociologie, n'ont pas les outils de la sociologie, n'ont pas été éduqués à la sociologie, pas plus que les architectes et autres, alors que ça fait quand même 40, 50, 60 ans qu'il y a des outils en long, en large et en travers pour faire des enquêtes, pour ceci, pour cela, qui, qui ont été en quelque sorte, tu sais, chaque nouveau métier arrive et met à la trappe un peu les acquis du précédent et pense qu'il va réinventer le fil à couper le beurre. Évidemment que non. Et c'est pour ça que c'est important qu'on ait des gens qui pratiquent une méthode de travail qui a été inventée il y a un siècle, hein, l'anthropologie ou la sociologie ou les deux, et qu'on le revendique clairement parce perdre un pan de la pensée et de l'invention du faire ensemble, ça n'aurait aucun sens. Et on a, à mon avis, un énorme horizon devant nous, c'est d'intégrer la psychologie et les sciences cognitives. Annabelle en parle très mieux que moi, parce que c'est sa grande passion, mais c'est une passion qu'on partage un peu sur les bords. Voilà. Euh, mais on a tellement de choses à dire sur le sujet, hein, parce que nous, on va très très loin sur les sciences cognitives. On va même jusqu'à changement d'état de conscience. Donc, je ferme la parenthèse. Mais bon, on pourrait faire un webinaire rien que là-dessus. Mais oui, je pense qu'on a une énorme marge de progression là-dessus. Et je pense que mettre un coach ou deux dans nos équipes, dans notre collectif, parmi les choses qui nous manquent, il y en a d'autres, on peut en parler. Mais celle-là, elle serait vachement chouette pour les méthodes d'animation et pour que nous, on soit plus forts sur le côté psychologique. En fait, on utilise des méthodes du marketing en quelque sorte, ou du design, qui ont pris des petits bouts de ces trucs-là, hein, mais qui ne sont pas à leur cœur de métier. Lorenzo, tu as levé la main? Oui, j'ai levé la main, donc ben oui, tout ce que vient de dire Léna,
ça m'évoque plein de choses. J'ai envie de rebondir sur plein de choses. Non, donc c'est super ce que tu viens de dire. Là, j'ai pas grand-chose à rajouter hein, sur ce volet-là. Donc, il me semble que on est pas mal raccord. Oui, effectivement, l'approche de la théorie U a Otto Scharmer, et c'est un synthétiseur hors pair, quoi. C'est Mm. incroyable ce qu'il a réussi à faire avec toutes enfin, tout ce tout ce que l'on a mis en place au niveau depuis au niveau psychologie et autres depuis des dizaines d'années, pour pas des centaines d'années. Je voudrais juste peut-être apporter un élément euh, par rapport à ce que tu disais au niveau de ce que j'évoquais au niveau de l'interopérabilité. Si ça vous intéresse, peut-être l'avais-je dit à Annabelle, hein, je suis pas très sûr. Je suis en relation avec des gens qui sont dans un mode enfin, où ils explorent depuis longtemps le numérique dans les approches open source et avec le web sémantique, et qui s'appelle l'assemblée virtuelle, c'est l'écosystème de l'assemblée virtuelle. J'ai parlé de Transiscope, mais c'est également complètement en relation avec l'assemblée virtuelle. Transiscope a été développé en web sémantique par l'assemblée virtuelle en grande partie, ou enfin, sur le plan technique en tout cas. Et donc, si vous voulez vous mettre en relation avec eux pour voir comment vous pouvez ouvrir cet espace à l'intérieur entre vous, mais également par la suite, pourquoi pas, avec d'autres acteurs, ça pourrait être intéressant. Je sais que, et comme des personnes, enfin, des structures comme Solucracy ou comme les Localos et bien d'autres sont dans ce mode open source. Donc, je pense que quelque chose qui pourrait très rapidement se mettre en place avec de très nombreux autres acteurs. Et je crois que Yannick Léniel serait ravi de pouvoir collaborer avec vous sur ce plan-là parce qu'il y connaît quand même un petit paquet. Euh, voilà. Je- Voilà, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais à une autre occasion. Je réponds juste en 2 petites secondes sur comment on s'articule avec d'autres collectifs. Bon, il y en a déjà beaucoup et effectivement, on a essayé en tout cas de commencer à cartographier tous ceux qu'on tu mettais, hein, la fabrique des transitions, Solucratie, Riposte créative là, du CNFPT où il y a des agents effectivement qui proposent des choses différentes. Et après, c'est ça aussi le défi, c'est de dire comment on s'articule, comment chacun continue d'exister et à avoir sa propre réalité. Et juste, voilà, les lisières dont tu parles, et de temps en temps, il y a ces rencontres-là. Parce que c'est ça aussi, je pense qu'on se nourrit aussi beaucoup des uns des autres. Et ce sera à voir. Alors, la fabrique des transitions, c'est énorme. Enfin, on trouve que déjà, c'est vachement grand. Tout ce qu'ils font, c'est quasiment un méta collectif qui a réussi à fédérer les choses, qui est très bien articulé. Je pense qu'il peut être une source d'inspiration. Mais c'est voir quelle singularité on a, qu'est-ce qu'on peut apporter à ces collectifs, qu'est-ce qui fait qu'on a des liens et de temps en temps des rencontres. Je pense qu'en revanche, il y a quelque chose qu'on a cette année, on va essayer autour de l'habitant partenaire de se rencontrer avec les gens avec qui on réfléchit en vrai pour discuter. Je sais pas, demain, je me projette, j'aimerais bien effectivement peut-être une journée ou deux ou une rencontre de ces collectifs pour échanger sur ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire, parce qu'on a des points communs. Mais ça, c'est à définir. C'est à Mm, faire. mm, mm, mm. Ça existe déjà, vous savez pas? Les rencontres annuelles Il y a des rencontres des acteurs de déjà, l'intelligence collective. Là, je sais pas quoi, on va inventer le sigle, là. peut-être Annabelle, si tu as eu, si vous avez, ou Nicolas, si vous avez rencontré Yannick Léniel, il vous a peut-être parlé de collectif des transitions rurales, hein, qui fonctionnent déjà comme ça. Il y a Solucratie dedans, il y a Localos, il y en a d'autres. Donc, ils fonctionnent vraiment dans ce mode open source, il y a avec des applications déjà qui sont opérationnelles, me semble-t-il. Voilà, mais c'est en émergence également. Ils devaient se rencontrer récemment, et puis finalement, il y avait peu de personnes disponibles. Ça, c'est des choses que l'on peut très bien envisager. Mais de toute façon, puisque vous ouvrez cet espace d'une certaine façon, enfin, Nicolas trouve cet espace, l'appel à commun a pour objet justement d'aller visiter tout ça, de voir comment, effectivement, au niveau du numérique, on peut amener quelque chose de systémique et de faire en sorte qu'il y ait une montée en compétences, de fonctionner en mode pair à pair. C'est quelque chose qui n'a pas été dit. Quels sont les modèles économiques? Vous le vivez déjà, puisque vous disiez effectivement comment vous faites au niveau géographique. Vous êtes quelques-uns et vous êtes relativement bien répartis au niveau du territoire. Et puis, il y a toujours cette inquiétude de se marcher les pieds dessus, enfin, se marcher oui, sur les plates-bandes, on va dire, là où peut-être dans une autre réflexion qu'on appelle
l'économie contributive, la question se poserait moins. Il y a plein de choses à imaginer au niveau des matrices de richesse. Tout le monde n'a pas besoin nécessairement, je ne parle pas au niveau professionnel, mais il y a plein d'acteurs au niveau de la société civile, et vous les avez évoqués, qui n'ont pas besoin nécessairement de reconnaissance monétaire. Je pense bien entendu à tous ceux qui sont militants, naturellement, qui ont qui ont des, des ressources professionnelles par ailleurs, mais aussi, bien sûr, ben, les seniors qui sont à la retraite, qui, eux, simplement, sont davantage disponibles et qui n'ont pas besoin d'avoir cette même reconnaissance. Donc, on peut tout imaginer là. Et c'est là, dirais-je, l'intérêt de l'approche de l'appel à commun, parce que ça peut peut-être été, ça n'a pas été partagé par vous, mais l'appel à commun, il y a un socle de confiance qui est que toutes les productions seront sous licence open source en CC BY SA. Donc, de ce fait, simplement, tout le monde va fonctionner en totale transparence. Et ça change énormément la donne. Là où habituellement on se retrouve obligatoirement, qu'on le veuille ou pas, que ce soit conscient ou inconscient, en compétition, et avec tous les effets secondaires et collatéraux et délétères, hein, n'ayons pas peur de dire les mots, là, on est surtout en coopération ouverte, partage sincère. Ça change complètement la donne. Merci beaucoup, Lorenzo, du coup, pour tous ces échanges qui sont passionnants. On peut prendre une dernière question s'il y en a une, et après on va clôturer en fait cette magnifique session, si vous êtes d'accord. Est-ce que Aubry, tu aurais une question spécifique peut-être par rapport à ouais, les attentes que tu avais sur les métiers ou les choses comme ça? Oui, je voulais savoir, pour reprendre, on va dire, à la toute base, comment vous étiez arrivé individuellement, avant même le collectif, à bosser sur tous les sujets d'intelligence collective? Alors, je commence en 2 secondes. Alors, moi, j'étais absolument pas sur ces sujets. J'étais consultant dans les télécoms et les médias, à la défense et tout. J'étais très très loin de ça. Puis j'ai rencontré une femme qui a changé ma vie, puisqu'elle est devenue aussi la mère de mes enfants. On a fait une année sabbatique et on est parti pendant un an rencontrer des citoyens qui changeaient leur ville. Donc on a fait un reportage associatif, enfin, un reportage vidéo et c'était la base d'une association des habitants. Et c'est ce projet associatif bénévole qui m'a permis de découvrir ce sujet et de m'entraîner. Parce qu'en fait, j'étais que sur du bénévolat, donc j'ai pu apprendre à animer un peu plus. Je le faisais déjà dans mon métier, à animer un peu plus. Et puis après, je suis allé toquer à la porte de gens qui savaient faire de l'intelligence collective. Alors, j'ai fait une formation de 3 jours sur l'intelligence collective, puis j'ai rencontré des designers. Je savais pas ce que c'était. Ils m'ont montré le design thinking et j'ai fait 2, 3 jours de formation. Ils m'ont dit, bah voilà. Et surtout, ils m'ont dit, va sur le terrain, essaye, et puis c'est comme ça que tu vas apprendre. Donc voilà comment moi, je me suis retrouvé à switcher. Et de mon projet associatif, j'ai switché sur un projet professionnel de faciliter des projets de participation pour les villes. Voilà comment j'y suis arrivé de mon côté. Moi, je me suis rendu compte qu'en tant qu'architecte, l'usager était bloqué dans le service marketing du promoteur, on ne le voyait jamais, puis je faisais des centres commerciaux, et autant me dire que personne d'entre nous n'allait dans les centres commerciaux. Et je me suis dit quand même autour de la table, c'est intéressant parce qu'on a tous des grands enjeux, enfin, ou en tout cas on sert les enjeux des collectivités et des promoteurs. Parfois, on est face à des ingénieurs qui disent ah mais vous les architectes, vous êtes des tout rêveurs et inversement, ouais, non, mais c'est bon, ok, on est carré, il faut que ça tienne, mais bon. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait un truc dans le collectif. Je me suis formée au design thinking à Hasso-Plattner Institute, qui est l'école partenaire en Europe de l'école de design de Stanford. Et là, je me suis dit, on peut résoudre des grands enjeux avec cette démarche-là, qui est celle de ma formation. J'ai commencé à prototyper. J'ai fait le premier atelier ou le deuxième, c'est celui auquel Léna a participé en se disant, oula, c'est quoi le design thinking? C'était mon plus petit pas franchissable. Et ensuite, j'ai commencé à travailler sur des projets plus gros, puisque juste après, j'ai eu Vinci Construction comme client. Et j'ai aussi donné des cours à la mairie de Paris, des cours municipaux pour adultes, pour les entrepreneurs, pour les accompagner avec le design thinking à la création de leur offre et de leur entreprise. Et en fait, je crois la première année, il y avait 3 sessions. Et notamment, une journaliste qui, en fin de session, m'a dit je suis bien embêtée, ça fait 24 heures que je suis là et je ne saurais pas quoi écrire sur le design thinking.
Moi, je me suis dit, je suis bien embêtée aussi quand même. Et en fait, j'ai compris qu'elle était dans un mode de reportage, de je regarde et j'analyse, et pas dans un mode d'apprendre en faisant, où du coup, elle n'avait pas le temps d'analyser. Voilà. Et donc là, j'en ai parlé avec des coachs que je connaissais en disant, ouh là là, tu crois que je veux faire de l'intelligence collective, du coaching, du je sais pas quelle formation existe, mais quelque chose. Et on m'a dit, non, vas-y à l'empathie, tu verras bien. Et voilà, et donc je me suis pas du tout formée autrement qu'au design thinking et pour le moment, ça se passe bien. Et du coup, ben, moi, j'ai été sociodémographe avant d'être quoi que ce soit d'autre. Donc, le tout début de mon activité professionnelle, j'avais même pas 20 ans, c'était de faire des enquêtes. Donc, au cœur de ma pratique était tout de suite le rapport avec les gens, la compréhension de leurs besoins. À l'époque, on faisait des enquêtes Palulos, on appelait ça pour la rénovation des logements HLM et des enquêtes dans de la rénovation urbaine de centre-ville, d'habitat dégradé, de choses comme ça. Donc, en gros, j'ai dit toujours que je suis Obélix, que je suis tombée dans la marmite ayant une mère sociodémographe et un père architecte urbaniste. Je me suis retrouvée à faire le lien entre les deux et à contribuer au bureau d'études familiales sur le volet du rapport avec les gens. Et puis rapidement après, j'ai trouvé que c'était un peu limité par rapport à mes centres d'intérêt. J'ai fait du paysage. Et, euh, et c'est quand j'ai vraiment commencé à pratiquer plus... Alors, je faisais évidemment ce qu'on appelait classiquement de la concertation. C'est-à-dire qu'en tant que programmiste, j'étais programmiste avant d'être paysagiste. Donc, sociologue, démographe, puis programmiste, on faisait de la programmation urbaine, donc on faisait des équipements, on faisait donc des entretiens avec les gens, on faisait des ateliers avec nos méthodes à nous, qui étaient les méthodes simplement du dialogue avec des questions bien pensées, je dirais une forme de dialogue socratique. Et puis ensuite, quand je suis devenue concepteur spatial, ben, j'ai essayé évidemment d'intégrer toutes ces méthodes-là dans mon travail au quotidien, c'est-à-dire d'inscrire les besoins de l'usager au cœur de la conception. Et ça, je ne te dis pas que c'est comment c'était une sacrée paire de manches à l'époque. Je me souviens très bien qu'à l'école du paysage, je me suis fait ratatiner quand j'ai essayé d'expliquer que c'était intéressant. On parle début des années 90 là. Donc, après, j'ai fait ma petite pratique de paysagiste intéressée par les gens. Et puis, de fil en aiguille, je suis redevenue programmiste urbain. Mais toujours, j'avais des étapes dans tous mes projets de concertation. Et du coup, c'est quand j'ai rencontré Annabelle, cette fameuse journée de formation sur mon temps libre, hein, formation professionnelle sur mon temps libre, un samedi entier à écouter. Et je suis revenue à la boîte dans laquelle je travaillais à l'époque en disant, mais bon sang, mais c'est bien sûr, ces gens-là appellent ça du design thinking, mais c'est de la programmation, mais c'est de la programmation avec des méthodes très cadrées, très efficaces, très, très, très sympa, voilà, ludique et engageante et avec un vrai effet résultat, parce que nous, on était englués dans des réunions avec les gens qui étaient grognons, qui étaient jamais contents, qui se plaignaient de ce qui n'allait pas, mais qu'on n'arrivait pas suffisamment à mettre en mode proactif et positif pour résoudre leurs problèmes, tu vois. Et du coup, j'ai embrassé cette méthode à bras le corps. Plus aucune de mes missions n'ont été sans design thinking une fois que j'ai rencontré Annabelle, pratiquement. Je le collais partout. Et puis après, je le collais tellement partout que je me suis dit, ben voilà, ça va être ça mon activité maintenant. Pardon? Ah oui, merci. Alors moi, de mon côté, en fait, j'y suis venue assez vite. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait un mémoire sur la co-création pour identifier en fait les différentes formes et ce que ça apporte concrètement au design. Parce que du coup, en design, on n'est pas obligé on va dire, d'impliquer nos utilisateurs pour concevoir quelque chose. Par exemple, une chaise, on peut le concevoir par nous-mêmes, mais on peut recueillir les besoins des personnes. Et donc là, ça change, on va dire, la façon dont on mène un projet en design, vu qu'il y a une co-conception et du coup un partage aussi de l'intelligence créative, on va dire. Et c'était assez intéressant. J'en suis arrivée en fait au fait que c'était intéressant à condition de considérer, on va dire, la co-conception comme un accélérateur du projet
et pas comme une finalité en soi. Voilà, parce que sinon on se retrouve à faire des ateliers tout le temps et c'est pas intéressant vu que ça épuise les personnes et ça ne produit pas d'effet, à moins que ce soit vraiment des formations ou quelque chose à part entière, où c'est la finalité. Mais dans le cadre d'un projet en design, c'est bien d'arriver à notre objectif de départ. Voilà. Et ben, je vous remercie. Je pense qu'on va pouvoir conclure cette session. C'était très agréable de vous avoir comme intervenant et participant. Donc, merci beaucoup. Merci Erika, merci. Merci, Erika.